À tous, il est 11 heures, nous allons débuter ce webinaire. Alors, je suis ravi de vous y accueillir. Ce webinaire durera 1 heure avec 45 minutes de présentation et nous garderons 15 minutes à la fin pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, les questions peuvent être posées dans la zone dédiée de votre écran. Je vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré et que vous recevrez le lien du replay ainsi que le support que nous allons vous présenter pour revenir sur les points que nous abordons aujourd'hui. Alors, moi, je suis Emmanuel Chenevier, je suis manager d'offres et d'expertise dans le domaine du management de projet et des systèmes d'information chez Segos. Et mon rôle est donc de définir et de développer l'offre de formation dans ces domaines pour notre catalogue. Alors, je suis accompagné de Philippe Massina et Jean-Marie Vandamme, que je vais laisser se présenter. Donc, Philippe, je te laisse la parole. Merci. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Philippe Mazina et je suis en fait consultant en technologie Microsoft chez IB Segos. Donc, j'interviens très régulièrement donc, sur des sujets de no-code, low-code qui sont l'objet de ce séminaire. Et Jean-Marie? Bien, j'enchaîne. Bonjour, Jean-Marie Vandamme. Moi, je dirige la Zelig Factory. La Zelig Factory, c'est l'agence no-code de Zelig Consultant. Donc voilà. Merci. Alors, juste en 2 mots, qui sommes-nous? Donc, Segos, nous sommes un organisme de formation et nous proposons des formations aussi bien catalogue ou sur mesure et nous pouvons vous accompagner dans tous vos projets de formation. Alors, voici les questions clés auxquelles nous allons répondre lors de ce webinaire. Donc, nous allons commencer par donner des définitions. De quoi parle-t-on quand on parle de no-code, de low-code? Nous verrons aussi les opportunités et les limites de ces solutions no-code et low-code. Nous aurons aussi une démonstration d'automatisation de tâches répétitives, de processus, avec Power Automate, qui est un des outils no-code de la suite Microsoft Office. Et enfin, nous terminerons par l'impact sur les organisations et les compétences de ces technologies no-code, low-code. Voilà. Alors, commençons par les définitions. Donc, pour commencer, nous allons donner donc 2 définitions. La première, le no-code ou le low-code. Donc, comme c'est écrit, ce sont des outils qui permettent de développer et de mettre en production des applications, qu'elles soient web, mobile, métier, avec peu de compétences en développement informatique. Alors, à ces technologies no-code, on associe souvent le terme de citizen developer, qui pourrait se traduire en français par développeur non expert, qui a été défini par le Gartner. Donc, finalement, toute personne qui, n'ayant pas forcément de grandes compétences en développement, peut réaliser une application. Alors, il existe relativement peu de statistiques sur l'utilisation du no-code, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a 2 grandes tendances aujourd'hui. C'est d'une part la pénurie de développeurs dans le monde, alors qu'à l'inverse, on voit bien que les besoins en développement d'applications explosent. Donc, le no-code peut être une réponse à ça, et on voit que finalement, par un double levier, à la fois de création de valeur, puisque ces applications no-code sont développées par les métiers et donc répondent bien aux besoins. Donc, à la fois, on peut répondre sans doute mieux aux besoins avec ces technologies et à un coût moindre, puisque ces applications permettent de développer de manière plus rapide, comme nous allons le voir dans les exemples qui vont suivre. Alors, j'ai appris dans ma jeunesse que les modèles informatiques peuvent être décomposés en 3 couches. Donc, les données, les traitements et les interfaces utilisateurs. Alors, Jean-Marie, je vais te poser la première question, enfin les 2 premières questions. Est-ce que les outils no-code adressent finalement ces 3 couches classiques des logiciels informatiques?
et comment l'IA, l'intelligence artificielle, s'intègre-t-elle dans ce modèle? Oui, eh bien, je vais te répondre positivement. Effectivement, on va retrouver comment dire, ce pattern des 3 couches avec les parties données, traitement et interface qu'on retrouve classiquement dans le développement avec du code sur le modèle MVC, hein, Model View Controller. On les retrouve quasiment dans toutes les plateformes no-code, et on les retrouve aussi on va le voir par la suite, dans les types de plateformes que l'on retrouve. Donc effectivement, on a exactement la même approche. On reste dans du développement informatique, hein, du développement d'applications, et on retrouve les composantes classiques des applications informatiques. Merci. Alors, sur la partie IA, je ne sais pas si on passe au slide suivant déjà ou pas, mais on va voir qu'on va retrouver, l'IA un peu comme sur les plateformes de développement qui utilisent du langage informatique, du code informatique, hein. On va la retrouver en assistance au développement, donc soit dans des guides de développement, soit même dans de la génération de modules ou d'applications. Directement, ça va venir générer de l'applicatif. Et bien sûr, on va le retrouver aussi dans les usages de l'IA générative, essentiellement aujourd'hui, hein, dans ces différentes plateformes. On pourra créer des agents et on pourra effectivement faire appel via des API, grâce aux connecteurs qui font partie dans la plupart de ces plateformes no-code, utiliser les aspects fonctionnels de l'IA dans les applications qu'on développe. Ok, merci. Alors, il existe, à ma connaissance, hein, plusieurs centaines d'applications no-code, donc en faire un panorama complet serait impossible. Jean-Marie, j'ai envie de vous poser à nouveau une nouvelle question, c'est quels sont les leaders du marché ou les applications que vous affectionnez chez Zelig et pourquoi? Oui, alors là, j'ai fait une sélection très restreinte pour illustrer un peu les différentes typologies et différentes solutions qu'on trouve sur le marché. Donc, pour faire le lien avec ce que je viens de dire précédemment sur ces aspects interface, données, traitement, on va retrouver un petit peu dans les types de plateformes, on va retrouver un petit peu la même chose, sachant que dans ces types de plateformes, on va forcément retrouver les trois types. Donc, on va voir, je vais commencer par le bas, hein, là, vous voyez, Airtable, Timetuning, Bezro, List. En fait, on a plutôt des plateformes qui sont orientées données, c'est-à-dire qu'on va commencer par modéliser un peu les données qu'on veut manipuler, et on pourra y rajouter traitement, et la plupart d'entre elles vont générer ou appliquer des interfaces prédéfinies. Ensuite, la deuxième couche, c'est la partie plutôt orientée traitement, hein, je pense à Zapier Make et Mitten pour Automate. Là, on est vraiment dans de l'automatisation de process, automatisation de workflow, et puis intégration avec d'autres plateformes. Donc là, c'est vraiment de la logique applicative, mais sur la partie traitement, en fait, on va pouvoir automatiser des choses. Et puis, sur les dernières plateformes, celles qui sont au-dessus, Bubble, WeWeb, AppSmith et Power Apps, il y en a plein d'autres. Là, on est plutôt sur des plateformes assez complètes, mais où on va pouvoir agir plus facilement sur l'interface utilisateur, et donc offrir une expérience pour les utilisateurs qui sera sûrement un peu plus poussée. On pourra un peu plus travailler, j'allais dire au pixel près, générer les écrans que l'on veut avoir, les interfaces que l'on veut avoir, sachant que sur ces plateformes-là, elles sont très complètes, hein. Si on prend Bubble, qui est, pour moi, hein, enfin, un peu le leader des plateformes low-code, no-code aujourd'hui, pardon, on est sur une plateforme qu'on pourrait quasiment qualifier de full stack, c'est-à-dire que vous développez la partie front, mais vous pouvez développer une partie plutôt back, plutôt serveur, en fait, avec des traitements côté serveur. Mais là, on a la part belle à une belle définition de l'interface utilisateur. C'est pour offrir une expérience utilisateur, une expérience client qui est plus aboutie que sur les autres plateformes. Ça dépend ce qu'on recherche, en fait. Donc,
Là, vous voyez que j'ai fait aussi, je proposais les quatre types de plateformes. Alors, j'ai mis dans la première colonne ce qu'on pourrait considérer un peu les leaders, un peu historiques en plus, de ces plateformes no-code, avec Bubble, Zapier et Airtable. Ce qui est important, donc les trois sont des plateformes américaines, en fait, il faut le savoir quand même, qui sont utilisées mondialement, mais ce reste des plateformes américaines. Et donc, je me suis dit que c'est vraiment intéressant, et c'est un peu ce qu'on utilise, nous, comme plateforme aussi, de mettre des plateformes françaises et européennes. Donc, c'est pour ça que je cite WeWeb, Make, qui est plutôt européen, c'est allemand, et TimeTonic, qui sont les équivalents de ces plateformes précédentes, mais européennes et françaises, qui est un sujet important à la fois pour les raisons RGPD, dès qu'on veut stocker ou manipuler des données clients, et à la fois aussi question de souveraineté. Voilà. La troisième sélection, on est toujours dans des types d'applications équivalentes. Les trois plateformes, donc AppSmith, N8N et Baserow, ont la particularité d'offrir une version open source et que vous pouvez disposer. Donc, ce n'est pas du logiciel libre, hein, c'est vraiment de l'open source, donc c'est ouvert. Hein. Vous pouvez plus facilement l'héberger aussi sur vos serveurs. Donc, ça peut être aussi intéressant. Alors, il y a plein d'autres plateformes qui existent, qui ont cette approche à la fois marketing et qui permet aussi de rentrer assez facilement, de s'approprier assez facilement ces plateformes no-code. Voilà. Et puis finalement, je termine par aussi les leaders du marché et qui sont assez actifs dans cette approche no-code, low-code. C'est toutes les solutions qu'on va retrouver, dont va nous parler Philippe par la suite, qui sont Power Apps, Power Automate, et puis alors j'ai mis une liste aujourd'hui qui est plutôt liée à SharePoint, je ne suis pas spécialiste Microsoft, mais qui permet d'avoir le même type d'approche. Donc voilà horizontalement une présentation de plateforme no-code avec des particularités qui sont calquées sur cette approche données, traitement et interface. Et puis verticalement, différents usages avec les leaders. Je parlerai peut-être encore de la partie plateforme un peu plus souveraine, on va dire. Et puis la version open source et Microsoft. Voilà pour ce petit panorama. Merci, c'est tout à fait complet. Alors, je vous propose un premier sondage. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est finalement quels outils vous utilisez déjà dans vos organisations, à votre connaissance. Donc, vous pouvez aller dans le petit onglet qui est à droite, qui s'appelle sondage, et vous pouvez voter directement dans cet onglet. Donc, vous allez pouvoir voter. Ça y est. Donc, je vous laisse quelques secondes. Donc, sans surprise, on voit que Power Automate, pour l'instant, tient la corde. Vous êtes déjà pas mal à l'utiliser, hein, ce qui est normal vu la diffusion de Microsoft dans nos organisations. Donc Power Apps aussi. Donc on voit vraiment donc se dégager les solutions Microsoft. Hein, vous êtes à peu près 15% à l'utiliser. Et après, de manière un petit peu plus marginale, donc ces applications dont a parlé Jean-Marie, hein, que ce soit Bubble, WeWeb, AppSmith, Airtable quand même, on a 6% de personnes qui l'utilisent. Voilà. Aucun, 23%. Voilà, donc c'est l'objet de ce webinaire de vous convertir à l'utilisation de ces outils. Très bien. Alors, maintenant, nous allons voir quelques exemples. Donc, on a parlé des outils, mais finalement, on n'est pas tellement rentré dans les exemples. Donc, ce que je propose, Jean-Marie, est-ce que tu peux nous partager des
les exemples concrets de mise en œuvre par Zelig de ces solutions no-code ou low-code chez vos clients. Oui, bien sûr. Je vais vous présenter trois exemples. Alors, le 3 cas clients, en fait. Le premier cas client, c'est Cotatis. Cotatis, c'est la plateforme digitale de Leroy Merlin qui référence les artisans qui vont effectuer les poses des produits Leroy Merlin chez les clients de Leroy Merlin. Donc voilà, c'est vraiment la gestion des chantiers de pose. Donc aujourd'hui, ils sont à peu près 70 collaborateurs. Ils ont accompagné plus de 110 000 chantiers. Alors, les besoins de Cotatis, c'est un projet, ça fait déjà 3 ans que ça tourne. Donc les besoins de Cotatis, c'était de faire une refonte complète de leur solution de CRM. Ils utilisaient avant plusieurs applications qui n'étaient pas forcément intégrées, qui engendraient pas mal de ressaisies et pas de fluidité dans le traitement. Et ils avaient un problème vraiment ça générait même des problèmes d'organisationnel chez eux. Donc pour accompagner leur croissance, il leur fallait vraiment revoir tout ça. Donc on a proposé, on a répondu à leur appel d'offres et on a eu cette démarche de répondre avec des plateformes no-code, ce qui faisait un peu la différence. Donc voilà. Donc les deux plateformes utilisées, c'était Bubble et Twilio. Je ne sais pas s'il y a une autre slide par la suite. Oui, je vais peut-être avancer. Voilà. Donc là, ce qu'on a réalisé sur ce type d'application, c'est effectivement, alors pourquoi on a choisi Bubble? C'est justement ce que j'expliquais précédemment, c'est qu'on avait besoin d'offrir aux utilisateurs, aux agents du centre de contact, eh bien une interface qui colle vraiment à leurs besoins métiers, avec beaucoup d'informations à représenter sur un simple écran. Voilà, donc ça, c'est pour ça qu'on a fait le choix de Bubble. Il y avait aussi, puisqu'on est dans un centre de contact, besoin de gérer la communication. Là, on a utilisé, alors j'en ai pas parlé auparavant, il y a plein de plateformes no-code low-code qui sont un peu spécialisées dans des domaines. On a utilisé Twilio, qui est une plateforme no-code, low-code, mais qui gère de la communication as a service, hein, donc de la voix, du messaging, des emails, voilà, qui intègre aussi des fonctionnalités d'IA d'ailleurs. Et donc on a couplé Bubble et Twilio et développé cette solution complète. Donc on a un couplage complet entre les canaux de communication et puis l'application, hein. Une traçabilité complète du suivi des chantiers, des conversations multicanales, et puis une gestion assez complexe quand même, puisqu'il y a jusqu'à 17 compétences, 4 équipes. Il y a beaucoup d'appels entre les artisans, les magasins Leroy Merlin, les clients. Donc une gestion de la relation qui est un peu quadripartite dès qu'il y a un contact. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que la première version de la solution, c'est-à-dire le remplacement du serveur vocal, la qualification des compétences, la reconnaissance de l'appel, mais même des emails des clients, des artisans qui appellent automatique, et la montée de fiches, ça on l'a réalisé en 6 semaines. Voilà, c'était mis en prod en 6 semaines. Le développement complet s'est réalisé sur 5 mois, à peu près 200 jours de charge. On avait une équipe relativement courte, on était 2 personnes et demie à réaliser l'ensemble du projet. Voilà. Et maintenant, ça tourne depuis 3 ans. On continue à faire régulièrement des petites évolutions. Ça fait 3 ans de run et je tiens à préciser qu'il n'y a eu aucun incident. Donc, on est sur des plateformes qui sont assez fiables, même très fiables, je trouve, par rapport à mon expérience sur d'autres plateformes. Donc voilà, premier cas client autour de Bubble et Twilio. Deuxième cas client, je vais vous parler de Salad & Co. Salad & Co, c'est une chaîne de restaurants. Il y a 13 restaurants, il y a à peu près 300 collaborateurs et ils avaient un besoin d'interconnecter leur nouvelle solution de gestion du temps et des activités avec leur SI RH. Voilà. Sachant que l'ouverture il existait des API côté SI RH,
mais qui n'était pas comment dire, pas très complète. On n'avait pas la possibilité de détecter facilement les mouvements de personnes. Or, quand on travaille en restaurant, effectivement, il y a comment dire, il y a pas mal de turnover des collaborateurs, enfin voilà, et aussi donc pas mal de travail à réaliser par les responsables de restaurants sur la gestion de leurs équipes, que ce soit les contrats, les congés, les plannings, la disponibilité. Donc là, pour ça, on a automatisé cette intégration, cette interconnexion entre cette solution de GTA et le SIRH avec Make. Voilà. Donc cette synchronisation a été entièrement automatisée avec Make. Donc là, ça a été une personne qui est intervenue chez nous, donc en une vingtaine de jours. Donc une trentaine de scénarios développés pour gérer tous les cas de synchronisation. Et donc, des scénarios, vous voyez, ça c'est un exemple de scénario que j'ai mis ici, qui est pas des scénarios simples, mais assez complexes, pas mal de manipulation de données. Donc, pour vérification des données, détection des erreurs de saisie avec un système d'alerte. Et puis, voilà. Donc, le gros avantage, c'est que c'était relativement rapide. Les gains, bien sûr, forcément, le management était facilité pour le directeur de restaurant. Et puis, il y a une fiabilisation complète de la paye des collaborateurs. L'enjeu était d'aller relativement vite, puisque ça générait pas mal un peu de difficultés sur la paye, qui est très importante quand même pour une bonne gestion du personnel. Donc voilà, on est quand même sur des temps de réalisation aussi assez simples, et avec Make une possibilité de manipuler des données et des intégrations relativement complexes. Voilà. Donc on utilise pas mal nous le Make comme plateforme. On a aussi utilisé N8N. Voilà pour le deuxième cas client. Le troisième cas client, c'est un plus petit cas client. Alors on fait des gros projets aussi avec TimeTonic, utilise TimeTonic. Je donne cet exemple-là parce qu'on peut aller très vite et on peut facilement donner la main aux utilisateurs finaux pour faire des évolutions avec cette plateforme TimeTonic. Donc, ce client, c'est Master des Boss. C'est un service qui est une petite structure. Et pour l'instant, ils sont 7 compagnons. Ils ont une quarantaine de garages clients. Et c'est un service de débosselage sans peinture dans les Hauts-de-France. Ils avaient besoin de digitaliser le processus de gestion des interventions et surtout d'outiller les compagnons qui font ces interventions dans les garages. Donc la solution permet au garage, via un formulaire, de qualifier, de réaliser une demande d'intervention. Le compagnon reçoit une notification sur son téléphone via l'application TimeTonic. Et lorsqu'il peut planifier cette intervention, ça va envoyer automatiquement un mail de confirmation au garage. Et lorsqu'il réalise son intervention, eh bien, il peut établir le compte-rendu, prendre des photos, ajuster le devis, faire signer le garage pour valider la fin de l'intervention. Donc, on a un suivi complet de ces interventions aussi, et toute la partie reporting et intégration avec l'outil de facturation a été réalisée. Bon, ce projet-là, avec la partie mobile, les formulaires, la partie reporting, intégration pour la facturation, tout ça a été mis en œuvre en moins d'une semaine. Donc, avec des budgets tout à fait raisonnables pour allez, on va dire une TPE. Donc voilà, et qui est utilisé aujourd'hui au quotidien et avec beaucoup de satisfaction de la part d'utilisateurs. Donc on a des gros projets sur les plateformes no-code, on a des plus petits projets. Je vais en citer un autre que j'ai pas souligné là. Autour de TimeTonic, on est en train de réaliser en ce moment pour le laboratoire national d'essais et de métrologie une application pour gérer les audits qu'ils mènent auprès de leurs clients. Donc, pour vous donner une idée du volume avec TimeTonic, c'est que là, c'est pas Master des Boss. Il y a à peu près un peu plus de 200 auditeurs. Ils ont 2000 clients et
2000 clients, 2000 sociétés clientes et donc l'ensemble des contacts de ces clients. Voilà, ils font à peu près 1500 audits par an avec la génération de documents PDF, tout le process, tout le workflow, tout est suivi. Donc là, il y a aussi à peu près un peu plus de 200 jours de réalisation. Le projet est en cours de développement. Il doit être livré cet été, en fait. Donc, on peut faire aussi des grosses applications avec ces plateformes de code. Merci Jean-Marie. Donc, ces exemples sont tout à fait parlants. Philippe, je vais te poser une première question. Finalement, quels sont les avantages et les limites de ces outils? Comment tu les synthétiserais, pardon. Alors déjà, effectivement, des avantages, il y en a beaucoup. Et après, effectivement, il y a aussi quelques limites que je vais évoquer. Les avantages, effectivement, le premier qui vient à l'esprit forcément, c'est que sans être développeur de métier, rentrer donc dans du code, on est capable donc de pouvoir développer des applications en fait très facilement sans rentrer en fait donc dans le détail du codage dessus. Et enfin donc on a aussi donc d'autres avantages qui vont être par exemple donc le fait de pallier à des pénuries de ressources de développeurs qu'on va pouvoir du coup donc trouver dedans. Par exemple, donc ça c'est vrai que c'est un énorme avantage. Donc on va essayer de développer tout sans être en fait dans le détail du codage. Et enfin, on va aussi donc pouvoir avoir une rapidité de développement et une agilité. Et on va utiliser en fait donc des méthodes agiles en fait du coup dessus pour pouvoir développer très rapidement donc des applications en utilisant donc des process qui sont en fait rapides à mettre en œuvre dans l'entreprise en fait du coup dessus. Et enfin, donc ça c'est vrai que c'est les premiers avantages qu'on va en fait du coup donc trouver. Après, il y aura forcément certains points, on va devoir faire attention à certains aspects, notamment, alors Jean-Marie, là, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, quand on évoquait en fait du coup donc le fait de solutions qui seraient en fait américaines. Alors c'est vrai que c'est des sujets qui sont complètement d'actualité en fait donc dessus. Et donc on va pouvoir avoir donc certaines solutions qui vont être quand même souveraines. Alors je dis ça parce qu'effectivement on va parler tout à l'heure d'un environnement Microsoft par exemple qui est basé sur Office 365 et notamment et Azure en fait dessus, donc qui est une solution vraiment donc américaine, où la plupart des gens qui l'ont, parmi ceux qui sont dans ce séminaire, doivent l'utiliser sur des data centers qui sont la propriété des Américains, bien qu'ils soient en fait donc implantés en France. Et donc notamment, il faut souligner qu'il y a un projet qui s'appelle donc Bleu Azure, qui est en fait sorti dessus. Et c'est en fait Capgemini et Orange qui met en fait en place ce data center qui va être donc géré du coup par deux sociétés françaises, ce qui fait que les problématiques de souveraineté devraient s'atténuer, on va dire, avec cette solution dedans. Alors ensuite, je crois que c'est François où j'ai vu passer une question dans les sessions sur notamment la gouvernance des données. On est en plein dedans, j'allais justement évoquer le sujet, ça va répondre à sa question indirectement au passage. En fait, quand on va pouvoir avoir une cartographie des applications qui sont en fait du coup déployées dans l'entreprise. Et en fait, contrairement à des feuilles Excel qui vont se balader à droite, à gauche, où les utilisateurs en fait vont pouvoir faire ce qu'ils veulent dans l'entreprise. Donc, avec les solutions low-code et no-code, en fait, on a des outils pour pouvoir avoir un suivi précis des applications qui sont en fait donc déployées dans l'entreprise et aussi donc avoir une politique de mise en place de ces applications et d'automatisation pour savoir qui fait quoi. Et en clair, on n'a pas d'informatique non plus fantôme quand on met en place. On va parler aussi donc d'adoption dans quelques minutes. Quand on met en place correctement donc ces outils-là, eh bien en fait, on va avoir quand même une bonne vue et une bonne capacité de gestion des sujets qui sont en fait donc abordés dans l'entreprise au travers de ces automatisations et ou applications dessus.
Donc la question que posait en fait aussi du coup donc François, je réponds au passage, c'est qu'en fait il y a effectivement la possibilité de déployer dans des environnements différents les projets. Par exemple, on va pouvoir les tester dans un environnement de développement et après, grâce effectivement à des politiques de configuration, on va pouvoir ensuite les déployer dans des environnements de test et ensuite donc de qualification au même titre que les méthodes de travail qu'on utilise dans du vrai développement en fait logiciel dessus. Alors ensuite, on va effectivement avoir besoin de former les utilisateurs. Donc ça, il faut effectivement donc faire attention à cela, bien que les outils no-code et low-code sont très faciles à prendre en main au départ. Il y a quand même un minimum de formation donc à donner pour pas que ça parte dans tous les sens et qu'on puisse donc maîtriser quand même le flux d'applications qui va être créé et la manière dont elles vont être faites en fait dessus. Et bien évidemment, l'aspect sécurité aussi donc doit être complètement donc abordé et traité de bout en bout, vu les contextes de cybersécurité qu'on vit effectivement en ce moment un peu partout dans les différentes organisations, entreprises et administrations confondues. Attention aussi au coût. Des fois, on sous-estime la complexité du projet. Je prends les deux derniers points qui vont quelque part ensemble. Souvent, on peut voir des applications, donc no-code et low-code, qui vont en fait être donc être trop complexes, où on n'a pas perçu la complexité en fait du coup donc de l'application qu'il y avait donc au départ. Et du coup, on peut se retrouver avec des temps de développement de projet qui sont bien supérieurs à ce qu'on avait donc prévu. Et si on doit appeler des services aussi techniques qui sont complexes dans l'entreprise, je pense notamment à ce qu'on appelle des API, par exemple, eh bien, quand on veut intégrer des API, il faut quand même avoir des connaissances techniques sur ces API. Et ça peut être aussi donc des freins dedans. C'est pas toujours la même population qui va pouvoir faire l'application low-code ou l'automatisation simple de celle qui va être capable ensuite donc d'appeler ce service d'API par exemple dessus. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire concernant donc la partie donc limite et les pièges qui peuvent donc se poser donc avec les solutions low code du coup dedans. Et Merci. donc je vais. Merci Philippe. Alors je crois que tu voulais nous faire une démonstration. Alors peut-être nous rappeler rapidement aussi comment Power Apps se situe dans l'environnement Microsoft et nous faire une démonstration rapide de un exemple d'automatisation qu'on peut faire avec ces solutions Microsoft. Exactement. Alors auparavant, je vais présenter ce qu'on appelle donc la Power Platform très succinctement, qui est donc une solution chez Microsoft donc de low-code et de no-code en fait dessus. Alors il y a plusieurs outils ici sur la slide, on n'en voit que quelques-uns qui ont été en fait donc choisis. On va avoir donc Power Apps qui est donc l'outil qui permet donc de créer des applications en mode donc low code. Donc effectivement, on a vu tout à l'heure dans le sondage que certains en fait donc l'utilisaient donc déjà. Donc c'est une manière de développer des applications très rapidement, sans encore une fois être développeur dessus. C'est vraiment le point clé. On va avoir aussi un autre outil, qui est d'ailleurs celui que je vais présenter, qui est donc Power Automate. Et là aussi, certains d'entre vous l'ont déjà en fait donc utilisé dedans. Et donc, c'est l'objet de la démonstration que je vais faire dedans avec un petit exemple d'automatisation très simple qui va permettre de montrer en fait les possibilités donc de l'outil donc dans une démo. Et enfin, donc, on aura aussi donc un Copilot Studio qui fait donc essentiellement donc de l'IA dedans. Donc celui-là, c'est plutôt fait donc pour faire des bots en mode low code dedans. Donc avec des IA génératives ou pas. Donc c'est un produit plus que complet qui nécessite presque un séminaire à part entière si on voulait l'aborder. Et enfin, un Power BI qui est donc un outil qui permet donc de faire du reporting interactif dessus, où je pense que certains d'entre vous aussi doivent l'utiliser régulièrement. Voilà, qui lui aussi pourrait faire l'objet de longs débats tellement le produit est puissant et qu'il se fait faire énormément de choses dessus. Voilà. Donc je vais faire une petite démo pour présenter donc Power Automate dessus, avec une petite démonstration qui va donc permettre donc de le voir en œuvre dessus.
Alors, je vais reprendre donc l'écran. Je vais le basculer pour montrer mon PC. Ça vient dans 2 secondes. Voilà. Très bien. Alors, du coup, la démonstration que je vais faire donc avec Power Automate. Alors, Power Automate est un outil qui est donc en fait donc inclus dans la suite 365, ce qui veut dire que ceux parmi vous qui l'ont peuvent déjà faire donc un certain nombre de choses sans prendre de licence en fait du coup donc complémentaire dessus. Donc certaines choses que je vais faire ici pourraient déjà donc être faites sans avoir besoin d'acquérir des licences en plus. Donc la démonstration que je vais faire est relativement simple, mais j'espère qu'elle va bien vous montrer les possibilités donc de l'outil. Donc ici on a ce qu'on appelle donc une liste SharePoint où on a donc un certain nombre de clients qui existent du coup donc dedans. Alors c'est justement ce dont à quoi faisait référence Jean-Marie tout à l'heure avec Microsoft List, hein, c'est exactement ça qu'on appelle Microsoft List ou SharePoint, c'est pareil. Donc en fait, on peut s'en servir un petit peu comme une base de données et l'avantage, c'est que des utilisateurs peuvent aller donc saisir des informations très facilement dedans. Et donc la démonstration que je vais faire, c'est que je vais montrer que quand un client donc vient à être créé donc dans cette liste dedans, parce que dans l'entreprise, on a un nouveau client qui vient d'être gagné et qui vient donc d'être donc client de la société, eh bien, on va donc pouvoir faire une automatisation où on va regarder si l'entreprise, c'est une PME ou un grand compte, on enverra un petit message dans une équipe Teams qui est ici. Voilà, pour dire que l'équipe qui s'occupe des clients privés, il y a un nouveau client qui vient d'être arrivé dans la société. Donc, on va présenter ici le nom du client, son contact, son mail et le type de société. Si c'est une administration, donc il n'est ni une PME ni un grand compte, eh bien dans ce cas-là, on va pouvoir du coup plutôt donc envoyer un email, puisqu'on peut supposer que dans l'entreprise, c'est pas les mêmes personnes qui s'occupent de la gestion donc des clients du coup donc dedans, et lui envoyer un mail, pareil, pour informer en fait du coup donc la personne dessus. Alors, on pourrait aussi donc s'arrêter là, mais justement, ce que je voulais bien montrer, c'est la puissance de l'outil en fait dedans. C'est que aussi dans l'entreprise, il y a un outil qui est donc en fait là, qui permet en fait donc de gérer des clients. Et comme vous pouvez le voir, c'est un logiciel qui a une bonne vingtaine d'années, comme on n'en fait plus de nos jours, hein, c'est clair. J'ai presque, en n'ayant pas peur des mots, on pourrait presque dire qu'il est presque vintage dessus. Et donc en fait, ce qu'on va vouloir, en plus d'avoir informé par mail la personne donc qui fait des administrations et l'équipe qui gère les clients privés, on va vouloir par exemple donc rentrer un nouveau client dedans. Hein. Donc pour créer un nouveau client dans ce logiciel, je vous montre avant comment on fait. Donc on peut créer donc une nouvelle fiche ici tout simplement. Et en fait donc on va prendre un nouveau client. Voilà. Ici on va l'appeler John Paper. Voilà. Et puis ici, John, voilà, pas peur, pardon. Voilà. Et ensuite, donc, on enregistre le client. Voilà. Puis quand on a fini de créer sa fiche dedans, on ferme. Voilà. Donc, l'automatisation que je vais présenter, qui est donc ici, donc faite avec Power Automate. Voilà. Donc, a été construite justement donc pour se déclencher donc automatiquement lorsqu'un élément est créé dans la liste SharePoint que je vous ai présenté donc juste avant du coup dedans. Donc ça va déclencher automatiquement le traitement dès qu'un nouveau client donc va se trouver donc dessus. Alors l'interface est en anglaise, mais il est possible de la mettre en française hein, si vous préférez. Bon, ça c'est un détail, on va dire. Et ici, donc j'ai une petite condition où je regarde dedans si le type de société qui vient de la liste SharePoint est une administration. Et suivant le cas, je pars dans une branche en fait, donc ou une autre. Hein. Donc ici, on voit par exemple que si je pars sur la branche administration, j'envoie un email où là on peut faire un joli email avec un formatage hein, vraiment pour le rendre avec le look que vous voulez hein, tout simplement donc dessus. Et enfin donc si c'est pas une administration, on va donc envoyer un message du coup donc dans Teams qui est donc ici.
où j'envoie pareil un message aussi donc dans un canal Teams au lieu de l'envoyer tout simplement dans voilà par mail comme je l'ai fait donc tout à l'heure. Et donc les membres de l'équipe Teams verront un nouveau client qui va donc apparaître dessus. Alors, ce qui est donc intéressant, c'est que tout ça se passe donc côté cloud, c'est-à-dire chez les serveurs, enfin sur les serveurs de Microsoft en l'occurrence dessus. Et là, justement, je vais appeler donc un flux Power Automate qui va tourner sur mon poste de travail et qui va me permettre de simuler en fait la création de la fiche client exactement comme je viens de vous le montrer dans l'exemple précédent en fait dessus. Donc en fait ici ce qu'on voit c'est que j'appelle un flux qui s'appelle flux client donc desktop. Bon, pas par souci de temps, je vais pas rentrer dans le détail technique de la manière où je l'ai fait, mais en gros ça simule les clics dans l'application comme si un utilisateur donc allait les rentrer du coup donc dedans, et je lui passe ici comme paramètres le nom de la société, le contact en fait donc et l'email qui doit être en fait saisi dans le logiciel comme on l'a vu avant dedans. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon flux ici en test. Alors, je le mets en test pour que vous puissiez voir le déroulement du flux au moment où il s'exécute. J'aurais pu créer directement l'élément, mais à ce moment-là, on n'aurait pas vu tout le cheminement du flux. Donc, c'est pour que ça soit un petit peu plus visuel pour la démonstration, on va dire. Et donc, ici, je vais le déclencher donc manuellement. Et en fait, il va attendre que je crée un élément en fait dans la liste SharePoint client qui est donc ici. Voilà, donc là, il s'est mis en attente. Je vais donc créer donc un nouvel élément dessus. Donc, je vais créer une nouvelle société. Je vais l'appeler donc par exemple avec Qualitech. Le nom du contact, on va mettre un nom de contact et un email qui va donc être dessus tout simplement. Voilà. Et le type société, comme j'avais le choix entre les trois, je vais mettre par exemple ici donc grand compte, ce qui fait que c'est donc la branche Teams qui va du coup donc être choisie dedans. Voilà, donc je fais save et donc d'ici quelques secondes, le flux devrait se déclencher automatiquement pour s'exécuter et nous devrions donc voir comme résultat qu'il a envoyé un message en fait du coup donc dans Teams et ensuite donc il a créé dans mon logiciel qui est normalement inautomatisable, c'est ça qui est intéressant avec cette solution là, le client qui a donc été rajouté dedans. Voilà, je pense qu'il devrait se déclencher dans plus trop longtemps. Alors, normalement, ça prend à peu près 1 minute. C'est ce qu'on appelle l'effet démo. C'est ça. Non, mais il y a toujours un petit temps, c'est normal. Il ne scanne pas la liste en fait SharePoint tout le temps. Je crois que le scan se fait à peu près toutes les 3 minutes. Ça ne va pas tarder à partir. Voilà, ça y est, c'est parti. Donc là, il a détecté l'élément qui était créé dedans. On voit qu'il est bien parti dans la branche où il envoie le message dans Teams. Et là, il est en train de contacter ma machine pour exécuter donc le reste du flux dessus. Alors là, je lève les mains, comme ça vous la voyez bien. C'est lui qui va faire le boulot et aller du coup donc le créer à l'intérieur dedans. Voilà, c'est parti. Là, il lance l'application. Et en fait, donc il va récupérer les paramètres qui viennent donc du flux dessus. Donc là, c'est pas toi qui tapes. C'est pas moi qui tape. En plus, j'ai la main cassée pour la petite histoire. Voilà, donc, mais je m'en suis quand même sorti. Effectivement. Et donc là, voilà. Donc là, il l'a créé. Je le laisse bien finir son flux pour qu'il se termine correctement. Et effectivement, donc ça s'est rempli tout seul dedans. On aurait pu aussi faire ça dans un intranet qui a un certain âge dans l'entreprise dedans. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir automatiser des logiciels qui ne l'ont pas été prévus en fait du coup au départ. Voilà, donc là on voit tout le cheminement du flux et le résultat ici on peut quand même vérifier. Voilà, il a bien rajouté donc le client dans le canal Teams que nous avons mis du coup donc dessus. Voilà. Merci cette Philippe. Petite démonstration. Merci Philippe pour cette démonstration. Ce que je vous propose, c'est, parce qu'on arrive au terme en fait de cette présentation, mais je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour vous parler de l'impact de toutes ces technologies, tous ces exemples que vous avez vus finalement sur les organisations et les compétences associées.
Alors, traditionnellement, on peut dire que le monde informatique se décompose entre le monde des maîtrises d'ouvrage, des métiers, et le monde des maîtrises d'œuvre, et donc des DSI, donc avec des chefs de projet maîtrise d'ouvrage qui vont représenter des utilisateurs des besoins, qui vont les exprimer, et des chefs de projet plutôt maîtrise d'œuvre ou informatique, avec une équipe de développeurs qui vont mettre en œuvre qui vont répondre à ces besoins à travers du développement d'applications. Alors, j'ai le sentiment qu'avec le no-code, les lignes bougent, Jean-Marie. Donc, est-ce qu'en quelques minutes, tu peux nous expliquer le mouvement qui finalement va se passer grâce ou à cause du no-code, je ne sais pas comment le dire. Eh bien oui, les lignes bougent. En fait, on a eu, c'est un peu notre histoire chez Zelig, puisque nous, on est essentiellement depuis 20 ans des consultants. On fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc plutôt côté métier. Et effectivement, les lignes ont bougé. Donc voilà, donc c'est vrai que ce type de plateforme rend l'accès à la technologie, à la numérisation des process métiers beaucoup plus simple et accessible à des personnes qui ne maîtrisent pas les langages informatiques, pour faire simple. Voilà. Donc c'est un peu ça qui nous a nous-mêmes amené, et on voit effectivement chez les clients, chez nos clients, un intérêt à ce que on puisse répondre à un certain nombre de problématiques, j'allais dire quotidiennes, ou même des projets grâce à ce type de plateforme. Donc, on a la possibilité, on accompagne des clients dans ce sens-là, des clients plutôt côté métier, à la prise en main de ce type de plateforme. Il y a un certain nombre qu'on verra, serait dans la partie compétences, mais un certain nombre on va dire de compétences ou de facultés dont il faut disposer pour bien développer les choses. Alors, j'en profite pour répondre, parce qu'il y a une question qui était: est-ce que ça ne favorise pas le Shadow IT? Eh bien, si, ça va favoriser le Shadow IT. Alors, c'est à la fois une opportunité de faire plus de choses côté métier, c'est aussi une opportunité pour les DSI d'apporter un certain nombre de réponses. Et il faut voir que la plupart de ces plateformes s'intègrent quand même bien. On est dans du développement applicatif, on est dans du développement de solutions. Donc, c'est une nouvelle composante de la DSI, et il y a forcément des impacts aussi côté des métiers de l'informatique, côté des DSI. On voit apparaître ici la notion d'architecte no-code, comme on voit apparaître côté métier, ces fameux citizen développeurs qui vont développer des applications. Alors, notre recommandation, notre conseil, notre expérience nous dit que eh bien, ces plateformes no-code, low-code, ça permet effectivement de démocratiser le fait de développer des applications. Ça donne la possibilité à des personnes du métier de s'outiller par eux-mêmes, mais il est très important pour des raisons de sécurité, pour des raisons aussi de gouvernance de toutes les données qu'on manipule, qui sont gérées par l'entreprise. Ça fait partie du capital de l'entreprise aujourd'hui, que toutes ces actions-là soient bien architecturées, je reprends le terme d'architecte, et supervisées et accompagnées par les responsables informatiques, par les DSI. Alors pour les TPE, les PME, c'est un peu le rôle que l'on joue, nous, en tant que cabinet externe, en tant qu'agence no-code, et on est là aussi pour transmettre le relais. Et ce qui est important, c'est que cette nouvelle approche, ce nouveau métier ne peut pas se faire de manière libre, et il faut que ça soit vraiment accompagné. Alors, je vais dire, par la DSI, au mieux par des agences comme la nôtre, et puis et aussi par les organismes de formation, parce que c'est important de bien maîtriser ces plateformes. On peut être vite déçu quand on tombe sur ces plateformes qui offrent généralement une version un peu gratuite. On est un peu coincé assez vite. Donc, c'est une nouvelle façon, une nouvelle composante des systèmes d'information qu'il faut intégrer. Ça élargit le champ d'application. On peut faire beaucoup de choses assez simplement, comme l'a montré Philippe juste auparavant. Donc voilà les impacts en fait principaux sur les métiers. On pourra peut-être revenir aussi côté informatique sur les impacts, effectivement, si les DSI, et certaines le font,
on les accompagne aussi sur ces sujets-là, intègrent ce type de plateforme, eh bien, on va voir qu'au niveau des rôles et des rôles des personnes, de l'organisation même des équipes informatiques, il peut y avoir des conséquences. Donc, les nouvelles compétences, en fait, effectivement, ce n'est pas parce que on est du côté métier qu'on va faire du développement applicatif qu'on ne va pas suivre un peu de méthodologie, il faut qu'on ait des compétences aussi. Donc, les fameux citizen développeurs, on ne peut pas se dire, tiens, je veux développer mon application, je vais le faire comme ça d'emblée. Non, en fait, ça reste un petit projet qu'il faut faire. Donc, il faut avoir des compétences autour de comment bien formaliser le besoin, réaliser une sorte de cahier des charges, même si la liste de ce que l'on veut faire. Pourquoi on le fait surtout? Parce qu'on peut faire des choses qui ne servent à rien, passer beaucoup de temps. Voilà. C'est comme pour les développeurs, hein. Développer, quand on crée quelque chose, ça peut devenir un petit peu addictif, hein. On peut passer beaucoup de temps. Voilà. En tout cas, il y a une notion, il y a des compétences effectivement pour formaliser le besoin, avoir une gestion de projet quand même. Je pense qu'une des principales compétences qu'il faut avoir, et ça c'est important pour les entreprises, c'est les compétences de modélisation. En fait, c'est là où on voit, nous, dans les formations que l'on donne ou les clients côté métier qu'on accompagne, la difficulté parfois, et ça s'apprend, hein, de bien modéliser les données. En fait, définir un modèle de données, les liens entre les données, les types de données que l'on manipule, ça c'est très important. Sur la partie modélisation des processus aussi, en fait, on va un peu plus loin que simplement gérer des fonctionnalités. Je crée une donnée, je la modifie, je la supprime et je l'affiche. Donc, on a cette partie automatisation, on peut gérer des workflows avec des statuts, on voit qu'on gère des événements d'envoi d'emails, SMS. Donc, on peut aller très loin, on est dans du développement applicatif. Donc ça s'accompagne, c'est des compétences qu'il faut acquérir et qui sont à la portée, déjà des gens qui ont un peu d'appétence, tout ça, il faut avoir un peu un esprit logique, avoir d'intérêt pour ça, hein. Voilà. Donc, c'est important d'être formé, je pense, sur ces outils. Voilà. Et puis forcément, si on parle d'IA aujourd'hui, c'est pareil, savoir bien prompter si on utilise l'IA dans les applications qu'on développe, tout ça, c'est des compétences à acquérir. Côté informatique, eh bien, je dirais que les nouvelles compétences et les nouveaux métiers, on peut parler de cette stratégie que je pense les DSI devraient avoir aujourd'hui autour du no-code et low-code. Comment on intègre ces outils, comment on s'ouvre encore plus notre système d'information. Donc là, effectivement, il y a une question d'architecture des systèmes d'information sur cette dimension no-code qui est indispensable. Donc, une très, très grande importance sur la gouvernance des données, la cybersécurité. Voilà. Donc, il y a comment on gère l'ensemble de ces plateformes, comment on gère les droits d'accès, comment on intègre ces plateformes, quel niveau de SSO. Enfin, il y a plein de choses à faire sur ces sujets-là. Et puis, comment on utilise et on supervise aussi l'usage de cette intelligence artificielle. Voilà. Donc, il y a un réel travail d'accompagnement des DSI auprès de ces citizen développeurs. Je rajouterai, au-delà des architectes, il y a un nouveau métier quand même qui a été formalisé par France Compétences, qui est le métier de Product Builder No Code, qui est à mi-chemin, ou qui compose en fait ce que pourrait être un product manager, un product owner, qui va réaliser le développement de l'application. Donc, il y a une partie business analyst, donc, il y a une convergence, une fusion. On va plus vite à développer les projets, hein. Et donc, on a besoin d'avoir une palette de compétences beaucoup plus large. Et donc, même sur ces métiers qui sont plutôt les métiers de product owner, chef de projet, eh bien maintenant, on peut aller un peu plus loin. C'est ce qu'on vit, nous, dans l'agence, hein, c'est que nos consultants qui ont des compétences de direction de projet agile, qui ont des compétences métiers, maintenant réalisent des applications aussi sur les plateformes no-code. Donc, ça bouleverse pas mal de choses. Merci Jean-Marie. On arrive au terme donc, de cette présentation. Vous avez déjà, Philippe et toi, répondu à un certain nombre de questions. Peut-être on va prendre encore quelques questions jusqu'à midi. Donc, je vois quelle plateforme gratuite. Alors, il me semble qu'il y en a beaucoup qui ont une version gratuite, mais ouais. Tu le disais, que ça va peut-être limité.
Je peux répondre si. Oui, vas-y. Donc alors, effectivement, ces plateformes sont quasiment toutes des plateformes SaaS. Donc quelques-unes, vous pouvez effectivement, si vous maîtrisez Docker ou un conteneur, elles sont facilement déployables. Alors, ce sont des plateformes elles ont elles offrent quasiment toutes une version gratuite, mais qui est vite limitée. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Elles sont soit limitées dans le temps, soit limitées en fonctionnalité, hein. Voilà, avec souvent des plans qui sont aussi qui sont en libre service, et puis des versions entreprises qui existent. Je pense entre autres, TimeTonic fonctionne comme ça. Vous pouvez déjà, TimeTonic, hein, c'est le Airtable français, j'allais dire, hébergé en France. Vous pouvez déjà le tester. Il y a une version gratuite, on peut faire pas mal de choses. Elle est complète pendant 14 jours, je pense. Et les prix restent tout à fait, j'ai vu qu'il y avait la question, reste tout à fait raisonnable. C'est une tarification à l'utilisateur, hein. Voilà. Donc, et après, vous avez d'autres plateformes dans la famille des plateformes open source où vous pouvez aussi accéder avec quelques fonctionnalités. C'est le même principe, hein. La partie open source, elle est utilisée par les éditeurs de ces plateformes aussi pour diffuser plus largement, donner envie. Et après, ils offrent, leur business model offre du service ou une version accessible sur leur plateforme SaaS pour utiliser ces plateformes. Donc, vous pouvez... quelle plateforme gratuite? J'allais dire, tout et aucune à la fois, en fait. donc voilà. Merci. Je vois aussi une question de François, alors je crois aussi que vous y avez répondu, mais qui dit qu'il y a pléthore d'outils, mais quid de l'interopérabilité et compatibilité entre ces différentes plateformes? Je sais pas, Philippe, tu veux répondre? Je complète. Alors, moi, il est vrai que je connais bien le cas de Power Automate et de la Power Platform. Donc, c'est vrai que l'interopérabilité avec les autres plateformes, on est capable d'appeler des API, mais par contre, si on parle effectivement de porter d'un environnement no-code vers un autre, là, à ma connaissance, c'est quand même des solutions qui sont ultra propriétaires dedans, hein. Toi qui en vois peut-être plus, Jean-Marie, peux confirmer ou infirmer ce que je dis. Alors, effectivement, il n'y a pas de code. Donc, c'est la plateforme qui gère et qui génère et qui, voilà. Donc, vous avez accès, c'est de la programmation visuelle, hein, pour faire simple, hein. Globalement, c'est un petit peu ça. Donc, pour les plateformes low code, eh bien, vous pouvez, j'allais dire injecter. Vous pouvez pas injecter, mais vous pouvez développer certaines parties. C'est souvent du C# ou du JavaScript qui est utilisé. Il y a un peu de Python aussi qui est possible sur certaines plateformes. Après, l'interopérabilité, la compatibilité, elles s'interconnectent facilement entre elles, hein. Puis il y a des outils comme Met qui peuvent le faire. Bubble a énormément de plugins pour s'intégrer à d'autres plateformes. Par contre, lorsque vous avez une application développée dans Bubble ou un scénario développé dans Make, ou une base de données modélisée avec des applications développées sur TimeTonic ou Airtable, c'est assez difficile de porter. Il n'y a pas de format, enfin, du moins pas encore, pas de format universel d'export. Voilà, donc il y a possibilité d'exporter des JSON, généralement, qui reprennent la configuration de l'application. Après, reste à vous à interpréter ça. Ce qu'il faut retenir quand même, parce qu'on a souvent la question, c'est qu'on est quand même dans des cycles de développement très rapides, et porter l'application sur une autre plateforme, c'est un petit peu moins risqué et un peu moins d'impact. Ça se fait peut-être un peu plus facilement que de redévelopper entièrement une application dans un langage vers un autre, ou changer de plateforme complète. Donc, je sais que certains d'entre vous utilisent déjà beaucoup de plateformes SaaS, donc ça s'interconnecte, mais porter une application avec Salesforce sur un environnement Zendesk, par exemple, ça ne va pas forcément être facile non plus. Donc, on a à peu près, je pense, hein, c'est mon avis, alors il n'y a que moi, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est tout aussi complexe. Je pense, ça reste des projets complets pour porter une application d'un environnement à un autre, en fait. Du coup, je rebondis sur une autre question qui est relative à la durée des sprints, puisqu'on est en mode agile. Oui. Jean-François qui nous dit, je suppose que dans ce cas, les sprints sont très courts.
Est-ce que Eh ben, ça dépend de la taille du projet. Alors effectivement, quand on fait un projet comme Master des Boss, on a quand même une petite gestion de projet, hein, puisqu'on commence toujours par un atelier avec le client, on formalise le besoin, et là on va, sur la semaine, on va peut-être faire 2 ou 3 itérations, on va livrer l'application, et après il y aura quelques retours. Sur des projets un peu plus conséquents, si je prends l'exemple de Cotatis, par exemple, on était quand même sur des sprints de 2 semaines. Voilà, en fait, on va livrer. Alors, c'est 1 semaine, 2 semaines, jamais 3, en fait, hein. 3 semaines, ça me semble un petit peu long. Ce à quoi, pourquoi on garde des sprints comme ça? Alors, déjà, il faut savoir que ça va vite à développer. On est quand même dans une gestion de projet. Donc, quand on parle de développement applicatif, gestion de projet no code, bon, on est quand même dans du projet. Donc, on spécifie, on documente, on écrit voilà, on a toutes les réunions agiles, que ce soit le sprint planning, la revue de backlog, la démonstration, la revue de sprint, le sprint planning, tout ça, on a toutes ces cérémonies-là aussi, enfin, tous ces rituels un peu agiles avec le client. Et on avance aussi à la vitesse du client. Il y a des sujets, on ne peut pas aller très vite. Donc, quand on fait des sprints de 15 jours, on reste sur la boîte de temps de 15 jours. Après, on n'est pas forcément à 8 heures par jour sur ce sprint-là. Voilà, ça nous permet de fonctionner en multi-projet. Et puis, on a du temps d'intégration. Quand on se connecte avec le système d'information, on a parfois des équipes informatiques ou d'autres partenaires qui sont sur des approches plus classiques, qui doivent nous livrer des API. Et parfois, effectivement, on est dans des cycles un peu différents. Donc, voilà, on passe peu de temps à développer, on passe du temps normal dans les ateliers. Et parfois, on s'attend mutuellement. Dans un monde idéal, il faudrait que tout le monde aille à la même vitesse. Ce n'est pas toujours le cas. Merci. Alors, je vois qu'il est midi passé. On va prendre encore quelques questions. Peut-être une question pour Philippe. Nicolas, qui est agent d'un établissement public, nous demande un exemple concret d'automatisation qui pourrait faire gagner du temps à un agent. Peut-être sur la base de Power Automate. Est-ce que tu as des exemples peut-être de gain de temps? Alors, des exemples de gain de temps, on peut en avoir dans l'élaboration. Moi, justement, une fois, j'ai eu un cas où quelqu'un, pour rédiger des appels d'offres, s'est servi de Power Automate Desktop pour faire ça. Donc là, c'est vraiment de l'automatisation que sur le poste de travail, voilà, qui a été faite. Après, c'est vrai que les processus qu'on peut automatiser sont tellement complexes qu'il est difficile de définir les limites, tellement on peut en faire beaucoup, quoi. À partir du moment où on a des applications qui sont dissociées les unes des autres, on peut les faire toutes communiquer entre elles pour effectivement gagner du temps, ou des circuits d'approbation aussi, on peut faire très concrètement. Il y a pas mal de gens qui font pas mal de circuits d'approbation sur des documents ou des processus comme ça pour pouvoir passer à des étapes suivantes. Donc ça peut être soit pour créer des documents, limiter des doubles saisies, beaucoup de doubles saisies qui sont faits dedans. Si on pousse jusqu'à faire de l'IA aussi, on peut faire de la reconnaissance de documents dans les flux, hein. Par exemple, envoyer tout simplement un formulaire qui est écrit à la main et l'IA va extraire automatiquement les champs, par exemple. Donc ça aussi, s'il y a des formulaires où, je sais pas, on pourrait imaginer par exemple, je sais pas, un agent qui va faire des espaces verts, qui fait son compte rendu dedans pour extraire automatiquement, par exemple, le contenu et le mettre de manière beaucoup plus formalisée dans une base de données, par exemple. Voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile de le dire tellement il y a de possibilités, on va dire. Il n'y a pas grand-chose qu'on arrive à pas automatiser quand même, on va dire. C'est une question de temps à passer et de bien mener son projet, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut faire énormément de choses. Merci. Peut-être une dernière question, peut-être. On va parler sous. Alors c'est peut-être plutôt Jean-Marie. Quel est le budget moyen avec TimeTonic pour une PME TPE? Je suis sûr que tu vas dire ça dépend, mais je peux donner quelques exemples. En fait, si on prend le cas, en fait, TimeTonic, en fait, vous avez les plans un peu, ça dépend si vous êtes vraiment une TPE, vous êtes indépendant, vous voulez faire votre petite gestion commerciale, automatiser l'envoi de mails, des choses comme ça.
gérer un certain nombre de choses, l'utiliser en mobilité aussi. Ben là, en fait, vous avez en termes de tarifs, vous avez des licences en libre service qui sont aux alentours de mémoire une trentaine d'euros par mois par utilisateur. Hein. Donc tout seul, ça va. Après, pour les entreprises, on est parti sur ce tarif-là, enfin, cette version-là, même pour MasterDBoss, qui est une TPE. Il y a une version TimeTonic entreprise business qui s'appelle le plan business, qui commence avec 5 utilisateurs. Donc un utilisateur créateur, un profil qui peut créer l'application en tant que telle, et puis et l'utiliser bien sûr, et puis quatre contributeurs donc qui peuvent utiliser cette application à la fois sur desktop, sur mobile, voilà. Et ça c'est aux alentours de 150 € par mois pour ces 5 utilisateurs. 150, 160, je ne sais plus exactement de cet ordre-là. Donc voilà. Et après, plus vous augmentez, plus il y a ces licences par utilisateur pour TimeTonic. Donc ça, c'est sur la partie licence. Sur la partie UG, ça dépend un peu ce que vous voulez faire. Hein. Vous pouvez imaginer quand on a 5 jours de développement de projet, et puis quand on en a 200, ça vous donne, vous appliquez ce que vous imaginez comme TJM idéal pour quelqu'un qui fasse les développements. Voilà. Sur des projets, là, pour donner des cas plus concrets sur des PME, on a une gestion tout un process de production qui était faite pour une entreprise dans l'industrie. Donc, du bon de commande avec tout le process de validation, avec des bons à tirer, et ainsi de suite, et jusqu'à la sortie. Donc, tout ce workflow-là, avec les documents à valider, tout un workflow de validation, ainsi de suite. Le projet et le reporting, donc le reporting opérationnel pour suivre tout ça, donc avec des graphiques et tout. Ça a été fait sur TimeTonic aussi, et le projet de mémoire, ça devait être 27 jours total. Donc voilà, je vous laisse faire les calculs de prix. Merci Jean-Marie. Donc, je propose qu'on arrête là. Donc, merci à vous Jean-Marie et Philippe de cette bonne participation à ce webinaire qui, j'espère, vous a intéressé. Donc, vous allez retrouver le replay et les documents à l'issue de cette présentation. Donc, merci et puis bonne journée à tous. Merci Emmanuel, et bonne journée à tout le monde. Également. Au revoir à tous.